Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu revenir sur les parties précédentes et expliquer l'activité que je vais vous proposer aujourd'hui. Cette vidéo donc s'inscrit dans un cadre un petit peu spécial parce que comme vous le savez, le lycée est fermé jusqu'à lundi. Donc ce qui va se passer, c'est que pour l'appel, je vais également créer une conversation sur Pronote et je vous demanderai d'y mettre un petit message afin que je puisse m'assurer de votre présence et que je puisse faire l'appel. Et donc, sans plus tarder, je vais pouvoir immédiatement revenir sur la première partie du cours qui était intitulée l'organisation des chaînes de production à l'échelle du monde. Donc pour cette première partie du cours, j'avais proposé une activité du manuel avec quelques questions. Et ce qu'on avait pu en tirer de toutes ces questions, c'est que avec la mondialisation, les firmes transnationales, donc en gros les grandes entreprises à échelle mondiale, euh, avaient développé de nouvelles logiques de production. Production qui est une définition que je vous projetterai juste après, mais qu'on avait également pu voir ensemble en cours et que j'avais pu mettre sur Pronote. Donc en effet, ces nouvelles logiques de production vont apparaître avec la mondialisation dans la mesure où, avant ça, toutes les parties de la production d'une entreprise étaient situées au même endroit, c'est-à-dire on concevait et construisait le produit au même endroit. Ce n'est désormais plus le cas car on va installer les différents secteurs de l'entreprise à des endroits avantageux. Par exemple, on va plutôt essayer d'installer les usines de production dans les pays en développement où la main-d'œuvre est moins chère, tandis qu'on va plutôt chercher des ingénieurs formés dans les pays développés. Et donc, concernant la notion de production, il s'agissait donc de l'ensemble des étapes et processus contribuant à l'élaboration d'un bien matériel ou d'un service. Donc ça, c'est une définition pour ceux qui ne l'ont pas fait, à inscrire dans le cahier car elle sera à connaître pour le futur DS. Maintenant, ceci étant fait, une fois qu'on avait un petit peu vu quels étaient ces espaces productifs et comment fonctionnaient désormais les firmes transnationales, il convenait de se poser la question donc de la localisation des espaces productifs. Pour cette partie, ce que j'avais proposé, c'est ce qu'on appelle une tâche complexe, donc en fait une activité où vous deviez vous mettre dans la peau d'un personnage. Ici, vous deviez vous mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui devait installer différentes parties de son entreprise dans certains espaces bien précis. Donc pour ça, je vous avais donné les documents du manuel et des documents complémentaires, et vous avez demandé donc d'essayer de me trouver l'endroit idéal pour installer votre siège social, l'endroit idéal pour installer votre centre de recherche et de développement, et enfin l'endroit idéal pour installer vos usines d'assemblage et de production. Donc sans plus tarder, je vais passer à la correction de cette activité, mais vous pourrez également la retrouver sur Pronote. Ici, en tant que chef d'entreprise, il était préférable ainsi d'installer son siège social dans une métropole. En effet, les métropoles vont avoir de nombreux avantages que n'ont pas d'autres espaces pour installer un siège social. Déjà, le premier point, c'est qu'on va y trouver des CBD, donc les Central Business District, qui vont comporter de très grands bâtiments qui vont être très bien connectés. Et justement, ça tombe bien, quand on travaille dans le siège social d'une grande entreprise, il va falloir appeler à travers le monde pour essayer un petit peu de gérer les différents espaces de production. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on va pouvoir voir également, c'est qu'on va être à proximité d'autres grands sièges sociaux de grandes entreprises, ce qui va permettre de plus facilement échanger avec eux pour pouvoir faire, pourquoi pas, des partenariats ou au contraire essayer un petit peu de parler affaires, donc essayer de trouver des accords. Enfin, le dernier avantage qu'on va trouver, c'est que ces grandes métropoles vont généralement comporter une population plutôt spécialisée dans le secteur tertiaire, donc ça peut être par exemple des activités comptables, managériales ou encore commerciales, et c'est justement ce dont on a besoin dans ces sièges sociaux. Donc pour tout ça, en fait, c'était effectivement la bonne réponse de dire qu'il était préférable d'installer son siège social dans une métropole. Concernant le centre de recherche et de développement, il valait mieux ici l'installer dans un technopôle. Un technopôle, qu'est-ce que c'est? Un technopôle, c'est un espace où on va trouver à la fois des centres de recherche de pointe, mais également des lieux de formation, donc par exemple des écoles ou des universités. Et justement, ce qu'on va trouver dans ces technopoles, c'est ce qu'on appelle des pôles de compétitivité. Donc ça, c'est une définition. Donc un pôle de compétitivité, c'est un espace spécialisé dans un secteur précis où cohabitent centres de recherche, industries de pointe et écoles d'ingénieurs spécialisés. Et ça, qu'est-ce que ça va avoir comme intérêt pour une entreprise? C'est qu'en y installant en fait son centre de recherche et de développement, on va pouvoir y recruter des ingénieurs fraîchement diplômés avec de nouvelles idées et spécialisés dans des domaines très précis. Donc ça va être un grand avantage de pouvoir justement faire appel à cette population-là, cette population plutôt formée et diplômée, afin donc d'essayer de trouver de nouvelles technologies pour améliorer les productions dans les entreprises. Donc ça, c'est le grand intérêt. Toutefois, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les pôles de compétitivité sont spécialisés.
Par exemple, le pôle de compétitivité de Sophia Antipolis va être lui spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Donc il convient de bien faire attention à sélectionner un pôle de compétitivité qui va correspondre à notre secteur d'activité. Enfin, concernant les usines de production et d'assemblage, il valait mieux les installer sur des interfaces. Donc interface, c'est encore une fois une définition que vous pouvez retrouver cette fois-ci sur Pronote et donc c'est un terme que l'on va définir comme une zone de contact entre deux espaces. Et parmi ces interfaces, il y en avait deux qui nous intéressaient ici. Le premier type étant les zones industrialo-portuaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone industrialo-portuaire? C'est en fait une zone où on va trouver de grandes usines, par exemple d'assemblage ou des usines sidérurgiques, métallurgiques, mais également de grands ports de commerce. Et l'intérêt que ça va avoir, ça, pour les entreprises, c'est qu'on va pouvoir exporter les marchandises dès qu'elles sortent de l'usine. Et ça fait gagner un temps et de l'argent dans la mesure où il n'y a pas besoin de transporter ces marchandises entre l'usine et le port. Tout est déjà sur place. L'idéal ici est d'installer son usine de production ou d'assemblage dans une zone industrielle portuaire à proximité d'une façade maritime. Une façade maritime, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout un espace, généralement côtier, qui va regrouper de nombreuses zones industrielles portuaires et de nombreux ports de commerce. Donc, ce que ça va permettre, c'est de pouvoir facilement en fait, se déplacer les marchandises d'un port à l'autre. Des façades maritimes, il y en a deux importantes qu'on va pouvoir citer. La première, c'est la Northern Range en Europe du Nord, plus principalement dans la Manche. Et l'autre, c'est la façade maritime asiatique qui va, pour faire simple, de Singapour au Japon. Donc ça, c'est le premier type d'interface qui va nous intéresser en tant que chef d'entreprise. Un autre type d'interface qui va être intéressant pour un chef d'entreprise, ça va être les frontières, notamment pour un chef d'entreprise de pays développés. En effet, un chef d'entreprise de pays développé a tout intérêt à installer ses usines de production et d'assemblage dans le pays en développement frontalier, dans la mesure où la main-d'œuvre y est beaucoup moins chère. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on va trouver avec la Mexamérique, donc, qui est cette interface qu'on va trouver entre les États-Unis et le Mexique. Là, on va avoir énormément d'entreprises états-uniennes qui vont installer leurs usines de production au Mexique afin de réduire la main-d'œuvre, réduire les coûts. Désormais, cette deuxième partie du cours étant terminée, nous allons pouvoir entamer la troisième. Cette troisième partie du cours, elle va porter sur l'accroissement des flux. Et avant de vous projeter ce titre, je vais un petit peu revenir sur pourquoi est-ce qu'on va travailler ça. Donc ce qu'on a vu, c'est que la mondialisation a un petit peu poussé les entreprises à installer leur production dans diverses parties du globe. Donc là où c'est le plus intéressant. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ça a également permis de développer les flux. Donc, à savoir en fait les échanges de marchandises ou d'humains ou de capitaux entre les différents pays. Donc, on va pouvoir écrire grand 3 l'accroissement des flux et mettre cette définition de flux donc, que l'on définit comme étant le déplacement de biens, de personnes, d'informations ou de capitaux par des moyens de transport ou de communication. Pour cette troisième partie, ce que je vais vous proposer, c'est une activité en écoute active avec une carte mentale de ce type à remplir. Vous pouvez la trouver sur Pronote dans les pièces jointes, mais vous pouvez également la reprendre au propre dans votre cahier. Une fois ceci fait, il va être possible de commencer cette activité par la question de la révolution logistique et numérique, et dans un premier temps donc par la question de la révolution logistique. Ainsi, on va avoir un véritable développement des flux à partir de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a une multiplication des flux majoritairement humains et de marchandises. Or, ces flux humains et de marchandises, il va bien falloir qu'ils se regroupent à un moment, et ça va se faire dans ce qu'on appelle les plateformes multimodales. Plateformes multimodales, ça va être des espaces où on va trouver de nombreux moyens de transport, qui vont donc servir d'intermédiaires pour transporter les marchandises ou les hommes. On va avoir deux exemples très parlants. On va avoir par exemple Roissy-Charles de Gaulle à Paris. On va trouver un aéroport, mais également une autoroute et des lignes de train. Donc ça peut être TGV ou RER. Et il y en a une autre qui est très importante, c'est Rotterdam, qui va donc être un port majeur où on va trouver donc ce très grand port avec énormément de conteneurs comme vous pouvez le voir ici, mais également des routes qui vont amener les marchandises jusque-là. En plus de ça, on va assister depuis la Seconde Guerre mondiale à une très forte modernisation des moyens de transport. Cette modernisation des moyens de transport, c'est elle qui a permis du coup cette accélération des flux à échelle mondiale, parce qu'on peut plus facilement transporter des personnes, mais également des marchandises. On va ainsi pouvoir citer par exemple, entre autres, les très grands porte-conteneurs qui sont désormais capables de porter des milliers de conteneurs d'un bout à l'autre du monde. Maintenant, concernant la question de la révolution numérique, on va pouvoir parler de développement, de la modernisation des moyens de communication.
Donc, un autre point très important au niveau des flux, ça va être les flux de communication à travers le monde qui ont donc fortement progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, on a l'apparition du téléphone, donc téléphone mobile notamment, grâce à la couverture réseau, mais également à la fibre qui permet de plus rapidement se connecter au reste du monde. Enfin, le dernier point à souligner, c'est la question des câbles sous-marins qui vont permettre de relier les différents continents en fibre optique, mais également tout simplement en ce qui concerne Internet et les communications en général. Donc, tout passe par ces câbles sous-marins et on voit qu'ils se sont multipliés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc au-delà de ce premier point, le deuxième point à bien retenir, c'est que en fait, on va assister à une véritable mise en relation, une mise en lien de tous les espaces productifs grâce à tous ces moyens de communication récents. Donc grâce à Internet, la fibre, le téléphone, on va pouvoir communiquer entre les différents espaces productifs et ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Désormais, on va pouvoir attaquer la question de la mondialisation et plus principalement de la question de l'augmentation des flux de marchandises dans le monde. En effet, depuis à peu près 1970, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les flux de marchandises se sont envolés à l'échelle mondiale. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce sont surtout les combustibles et les produits miniers qui se sont vraiment développés, les flux de combustibles et de produits miniers qui se sont développés depuis cette période-là. Ainsi, les flux pétroliers vont représenter une très grande partie des flux mondiaux. Et c'est un petit peu eux qui ont également motivé ce développement des flux à l'échelle mondiale. Tous les pays étant désormais dépendants du pétrole, on a été obligé de développer très grandement les réseaux de transport afin d'acheminer tout ça. L'autre point, c'est qu'on peut voir ici, on a également une très grande évolution du transport de produits manufacturés, donc de produits finis en fait, mais également des services, donc tout ce qui est le secteur tertiaire. Donc ça va être les deux principales informations à retenir dans cette première partie. Enfin, un autre point à bien comprendre avec la question de la mondialisation, c'est la formation de réseaux. En effet, donc avec la multiplication de ces flux à l'échelle mondiale, on va avoir certaines zones du monde qui vont vouloir passer des accords commerciaux entre elles, des traités commerciaux, afin de stimuler l'économie entre guillemets locale. Donc ces zones de libre-échange, elles vont être au nombre de 3, du moins pour les principales. Ça va être l'ALENA en Amérique du Nord, l'Union européenne en Europe et l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Cependant, ça n'empêche pas que ces 3 zones vont pouvoir un petit peu faire des échanges entre elles, donc par exemple entre l'ALENA et l'Union européenne, mais c'est un petit peu pour essayer de favoriser l'économie de ces espaces-là. Enfin, la dernière chose que nous verrons sur cette question de la mondialisation, c'est que désormais, la grande majorité des flux vont être des flux maritimes, donc vont être issus du trafic maritime. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, donc ça va passer par de très grandes façades maritimes. J'ai pu en citer 2 tout à l'heure, mais il y en a d'autres comme vous pouvez le voir ici. Et donc certains ports très importants qui vont être un petit peu des nœuds de cette mondialisation et des grandes plateformes multimodales qui vont permettre le développement de l'économie à l'échelle mondiale. Enfin, la dernière chose que nous allons pouvoir voir dans cette carte mentale, c'est la question des échanges financiers. Et tout d'abord, nous allons traiter la question des échanges financiers par les flux dématérialisés. Ces flux dématérialisés, ils vont être de 2 types, mais dans tous les cas, ça va surtout être dans ce qu'on appelle des IDE. Donc les IDE, ce sont les investissements directs à l'étranger, et en fait, ça va être quand une entreprise d'un pays va investir dans un autre pays, donc que ce soit en y installant une filiale, ou alors en payant une autre entreprise, mais qui appartient à ce pays-là, pour sous-traiter certains produits ou certaines activités. Et ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que au final, les pays qui vont le plus réceptionner les IDE sont déjà les pays relativement développés, les pays qui sont le plus intégrés à ces flux. Contrairement aux pays en développement ou pays du Sud qui vont être un petit peu écartés de ces IDE-là. Donc en fait, on va avoir un système où les pays développés qui sont déjà très largement favorisés vont être encore plus favorisés par la question des IDE. Ce qui fait que ces pays en développement qui sont déjà un petit peu écartés de certains flux de marchandises ou quoi que ce soit, le sont encore plus par ce biais. Enfin, la dernière chose que nous allons pouvoir travailler vis-à-vis de ces flux financiers, ça va être l'importance des places financières à l'échelle du globe. Donc les places financières, c'est, je le rappelle, par exemple la City, Wall Street ou la Défense. Ces places financières, elles vont être particulièrement importantes car c'est là qu'on va un petit peu décider du prix des marchandises, donc grâce aux actions en bourse. Mais on ne va pas uniquement avoir des fonds privés qui vont participer, puisqu'on va également parfois avoir des fonds publics, donc par le biais de ce qu'on appelle les fonds souverains. Les fonds souverains, en fait, ça va être des sociétés financières, donc qui vont dépendre des États, dans lesquels les États vont un petit peu essayer de jouer le surplus donc, économique qu'ils peuvent avoir.
Donc voilà un petit peu pour cette question des flux et des échanges à l'échelle mondiale. Maintenant, ce que je vous demanderai pour la prochaine fois, donc déjà la prochaine fois je vous donnerai la correction, mais en plus de ça, ce que je vous demanderai, ce sera de bien penser à prendre vos crayons de couleur, car pour la conclusion, on essaiera de faire un petit croquis qui résumera tout ça. Sur ce, je vous souhaite donc un bon travail et je vous dis à la semaine prochaine.